Alors, on avait un certain nombre de demandes de prise de parole. Monsieur Berceau. Merci, Monsieur le maire. J'ai bien pris connaissance, effectivement, du rapport sur les orientations budgétaires pour 2017. Que vous dire? Si ce n'est que je retrouve la stratégie budgétaire et financière mise en place dès notre arrivée en 2014. Pour 2017, c'est un fait que les recettes communales continuent de diminuer dans la logique de la baisse de la DGF gouvernementale, même si cette baisse a été atténuée de moitié pour Poissy. Alors, c'est pas confirmé, hein? Oui, j'espère, enfin je suis comme vous, là, je vous avoue que j'espère vraiment que ce sera confirmé, mais j'ai quand même bon espoir. Voilà. Les recettes fiscales progressent bien de 0,4% en application de la revalorisation des bases, prévue dans la loi de finances initiale 2017 votée en décembre dernier, et vous annoncez la poursuite de la politique de stabilité des taux communaux pour cette année. J'espère que cette stabilité ne masque pas, dans le cadre des recettes fiscales transférées à la communauté urbaine GP-SCO, une augmentation en fait des taux d'imposition intercommunaux, mais peut-être pouvez-vous nous le garantir ce soir en tant que membre de l'exécutif de notre communauté urbaine. S'agissant des dépenses, nous sommes aussi dans la continuité. La politique de maîtrise des dépenses de fonctionnement initiée en 2014 est nécessaire à la reconstitution de notre épargne brute, a porté ses fruits, puisqu'elle perdure encore cette année. La baisse des charges à caractère général et la maîtrise de la masse salariale ont été les leviers essentiels à la réussite de cette politique que nous avons mise en place en 2014. Je ne vois pas de raison, à la date d'aujourd'hui, pour qu'elle ne se prolonge pas jusqu'en 2020. S'agissant des dépenses d'investissement dont nous avons fixé le niveau en 2014, là encore, nous sommes dans la continuité. En effet, un maximum de 13 millions en 2017 permettra de contenir un niveau d'endettement soutenable pour nos finances. Il s'agira pour les 3 ans qu'il nous reste de confirmer ces choix budgétaires et sur ce point-là, je serai le premier à dire que ce mandat est un succès. Pour conclure, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si nous avons souvent été d'accord sur la trajectoire financière globale nécessaire à la bonne gestion de notre commune, je crois que notre point de désaccord, que dis-je, notre fracture, se situe simplement au plan des valeurs républicaines. Voilà, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Berceau. Madame Vinet. Merci, Monsieur le maire. Je voudrais déjà faire une remarque préliminaire. Dans l'introduction du document mis à notre disposition, vous annoncez ne pas augmenter la part communale des impôts locaux. Sage décision. Mais sous une de vos autres casquettes, celle de vice-président du conseil départemental, vous décidez d'augmenter les taux de la part départementale de 66%. Donc, il est possible de dire que ce que vous ne prenez pas d'une main, vous le prenez de l'autre. Vous soulignez un contexte national difficile, moins de dotations, un chômage qui peine à baisser. Soit, la proximité des élections présidentielles me permet de dire que le programme du candidat de la droite prévoit des économies encore plus drastiques que ce que l'a fait la gauche. La politique de rigueur de droite serait-elle plus douce que celle de gauche? Tant qu'au chômage, ce n'est pas le travailler plus pour gagner moins ou la retraite à 67 ans qui va permettre aux jeunes de rentrer sur le marché du travail. Mais revenons-en au DOB. Vous avez baissé la charge consacrée à la masse salariale sans impacter la qualité des services pour la population. C'est ce qui est dit. Il y a moins de services dans certains domaines. Par exemple, la MCSA a été supprimée, ou quasiment, et puis la maison des parents aussi a été supprimée. Donc ce sont des choix. Je souhaite que cela ne soit pas au détriment de la charge de travail sur les employés municipaux. Si cela était, 1 heure de sport par semaine semblerait dérisoire. À propos des subventions aux associations, je voudrais vous faire remarquer que la restriction des subventions aux maisons de quartier sont dommageables pour le bien-être d'un quartier. Sans remettre en cause la bonne volonté des associations, le manque de moyens restreint l'offre. La qualité d'accueil, les heures d'ouverture, les projets avec la population et les jeunes sont des investissements sur l'avenir, sur la tranquillité publique, et des économies dans ces domaines ne sont hélas visibles qu'à moyen et à long terme. Les années passées, vous avez beaucoup vendu le patrimoine accumulé par la municipalité, parfois à juste titre, mais attention, tout a une fin. Je voudrais terminer mon propos sur l'égalité femmes-hommes. Les politiques visant à lutter contre les discriminations femmes-hommes s'inscrivent dans un long terme, car le changement ne peut être que progressif. La production d'un rapport pertinent en vue d'une politique d'égalité nécessite une implication de l'ensemble de l'exécutif
Et ce n'est pas forcément budgétivore. Ce rapport doit contenir un volet interne relatif à la politique des ressources humaines en matière d'égalité professionnelle et un volet territorial qui concerne les politiques d'égalité menées sur son territoire. Or, le paragraphe consacré au sujet est plus que mince et les conclusions sont hâtives avec si peu de données. Il doit régner à Poissy un microclimat favorable à l'égalité femmes-hommes. Trêve de plaisanterie, on sait que si le XXe siècle a permis des avancées, le chemin est encore long. Rémunération, accès à l'emploi, violence, précarité, accès aux responsabilités professionnelles, associatives ou politiques. Entre hommes et femmes, la liste des inégalités est encore longue. Les collectivités territoriales sont des actrices essentielles de l'égalité femmes-hommes, afin de faire avancer les mentalités. Et d'ailleurs, la loi du 21 février 2014 place l'égalité femmes-hommes comme une priorité transversale de la politique de la ville. Je suppose et j'espère que le paragraphe consacré à ce rapport est un bref résumé d'un rapport plus conséquent. Aussi, je vous demanderai d'ailleurs de nous le communiquer. Je vous rappelle qu'en cas de non-présentation ou de contenu non conforme aux prescriptions de la loi, la délibération sur le budget pourrait faire l'objet d'une annulation. L'opposition y veillera. Ne nous faites pas peur, Madame Vinet. Eh si. On va fuir. Merci, Madame Vinet, pour vos remarques. Je passe la parole à Madame Lefebvre. Merci, Monsieur le maire. Comme je l'ai déjà maintes fois répété, et malgré les tentatives de déstabilisation à mon encontre, j'appartiens à la liste de la majorité, en raison bien évidemment de mes convictions politiques très claires. Vous savez fort bien, Monsieur le maire, que dès lors que les délibérations portent sur des actions mettant en œuvre le programme pour lequel nous avons été élus, je les voterai sans aucun état d'âme. Le DOB est donc aujourd'hui à l'ordre du jour pour information et discussion. Je constate qu'il s'inscrit dans la continuité de la stratégie conduite depuis 2014, mise sur les rails et accompagnée par votre premier adjoint délégué aux finances de l'époque. Les résultats sont satisfaisants. D'ailleurs, on aurait aimé que M. Moulinet soit un peu plus gai, mais bon, c'est tout. Même si nous devons rester prudents en raison d'une législation fiscale incertaine. Et rien que pour ces premiers résultats, je ne saurais que vous féliciter du choix que vous aviez fait de si bien vous entourer, car après tout, n'est pas spécialiste des finances publiques qui veut. Vous savez fort bien qu'au cours d'un séminaire de liste où nous avions réfléchi sur l'éventuelle augmentation des taux d'imposition, je m'étais prononcée, contrairement à M. Berceau, en faveur d'une hausse des impôts locaux pour 2017, estimant que stratégiquement, c'était peut-être la seule année où nous pouvions nous permettre une ponction supplémentaire. Comme quoi, même si nous sommes aujourd'hui dans le même sac de rebelles et d'indisciplinés, nos sensibilités peuvent être différentes. Néanmoins, le choix opéré maintient le taux d'imposition actuel et je présume donc que les services ont fait des projections qui valident cette option qui est effectivement éminemment préférable pour les Pissiaquais qui, quand même, au mois de novembre, comme l'a dit Madame Vinet, ont avalé de travers la hausse de la ligne département figurant sur la taxe d'habitation. Le budget primitif qui sera présenté donc en février permettra de mieux cerner encore les économies ou améliorations proposées dans ce DOB et je serai bien évidemment vigilante sur la transparence des lignes budgétaires et des dépenses correspondantes. Merci, Monsieur le maire. Merci, Madame Lefebvre. Madame Méret. Merci, Monsieur le maire. Le débat d'orientation budgétaire 2017 marque une constance dans la ligne budgétaire et fiscale initiée en 2014. Je ne note aucun virage majeur. Je souhaite également formuler 3 questions. Au chapitre des dépenses de fonctionnement à caractère général et concernant les subventions aux associations, je note que pour 2017, le montant des subventions aux associations se situerait à 2 millions d'euros. Au compte administratif 2015, les subventions aux associations s'élevaient à 3 443 773 millions d'euros. Le budget primitif 2016 prévoyait 2 491 208 millions d'euros. Quelle est l'articulation de la politique de subvention entre la ville et la communauté urbaine? Comment garantir la pérennité des subventions sur la différence environ de 500 000 euros prévue entre 2016 et 2017, pris en charge par la communauté urbaine probablement?
Sur le chapitre de l'épargne nette, est-il envisagé de maintenir une épargne nette à 5 millions d'euros jusqu'à la fin du mandat en 2020? Enfin, au chapitre des dépenses d'équipement, vous annonciez dans le Daube prévoir une marge entre 11 et 13 millions d'euros sur les dépenses d'équipement en 2017. Je vois plutôt, j'ai constaté le long de la présentation de M. Moulinet que ce serait plutôt à 13 millions. Je note que vous prévoyez la finalisation de 2 terrains de street workout. Je suis embarrassée parce que je n'ai pas souvenir que nous ayons approuvé le début d'un projet de street workout. De là à budgétiser sa finalisation, pouvez-vous nous éclairer sur le sujet et montant d'un tel équipement? Je vous remercie. Merci Madame Méret. Je passe la parole à Monsieur Prost, délégué aux associations. Bon, pour répondre en partie à ce que vous avez dit, Madame Méret, sur les associations, vous parlez d'un global, quand on a pris les commandes en 2014 à plus de 3 millions. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai dans le sens que le chiffre existe, mais en fait, il va falloir déduire pendant les années, en 2015, on a plus subventionné le conservatoire pour 580 000 euros. En 2016, on n'a pas subventionné le tourisme pour 170 000 euros. Il y a certaines associations pour un montant d'environ 30 000 euros qui n'ont plus été subventionnés. Donc l'écart que vous indiquez n'est pas juste. La réalité, c'est qu'on a baissé, j'ai fait le calcul justement, depuis notre arrivée, on a baissé l'ensemble des montants des associations, contrairement à ce que disait M. Berceau dans la presse, où il disait qu'il y avait des augmentations de subventions. Il n'y a pas eu d'augmentation de subventions, il y a eu une baisse de subventions pour que les associations participent à l'effort demandé à chacun, que ce soit les salariés, enfin, l'ensemble des dépenses, d'un montant sur 5 ans de 20%. De 20% sur 5 ans. Voilà la réponse à ce que vous dites. Merci Monsieur Prost. Monsieur Moulinet. Je voudrais aussi ajouter quelque chose sur la différence entre 2016 et 2017. Ce montant, en fait, il est lié, on va dire, entre guillemets, à la disparition de certaines associations, comme le Conservatoire qui est passé en régie. Donc c'est plus le même chapitre. Le CCAS aussi, hein. Oui, et voilà. Donc en fait, c'est parce qu'il y a moins d'associations à subventionner. Mais sinon, on est à périmètre constant par rapport à 2016. Juste un mot sur les street workout, c'est plutôt des bonnes nouvelles par rapport aux économies engendrées quand je parlais tout à l'heure de saisir des opportunités. Vous n'êtes pas sans savoir, et Fabrice Moulinet l'a rappelé, que nous avons obtenu 80% de subventions maximales légales sur le stadium Loris-Alandre, et que lors de réunions de quartier, nos administrés nous ont fait part de besoins qu'ils avaient. Et dans le delta d'économie que nous avons pu faire engendrer par rapport à ce projet du stadium Loris-Alandre, nous avons pu intégrer ces 2 nouveaux dispositifs, l'un pour le quartier Saint-Exupéry centre-ville et l'autre pour les Hauts-de-Poissy, Borgard, Jean Moulin, La Coudray. Voilà, c'est actuellement en appel d'offres, je crois. Je regarde Monsieur Monnier. Voilà pour l'information. Madame de Vaucouleurs. Oui, concernant le street workout, je souhaiterais simplement ajouter que c'est donc une pratique sportive libre, donc qui correspond à des besoins qui ont été largement exprimés par la population lors des réunions que nous avons pu faire dans le cadre de l'élaboration du contrat de ville. Donc ce sont des dispositifs qui sont destinés à un usage plus particulièrement au sein des quartiers, mais qui ont vocation aussi à répondre à des besoins en dehors des quartiers, et donc ce n'est pas une demande nouvelle. Moi, ça fait partie, comme je le dis, d'opportunités. On a eu la première nuit, d'ailleurs, qui était vraiment un très bel événement ce week-end, la première nuit de la lecture initiée par le ministère de la Culture. Voilà, c'est partie des événements sur lesquels on souhaite s'adosser. Je pourrais, par exemple, annoncer ici, ça sera validé dans quelques jours, que le club Peggy, parce que nos administrés des quartiers le souhaitent, bénéficiera d'un site de pétanque, d'un terrain de pétanque qui sera en partie financé avec une subvention du bailleur 3F. Voilà, parmi d'autres exemples.
Je passe la parole maintenant à Madame Potier. Donc sur le DAUB, Madame Potier. Oui, merci Monsieur le maire. Écoutez, ma question, c'était surtout mon intervention sur une question, la question qui a déjà été posée du strep walkout. Depuis quand le début de cette opération a-t-elle été initiée sur Poissy? Quel est son coût? Et puis où se situaient les 2 terrains en question? Et visiblement, j'ai eu la réponse. Donc terrain dans l'enceinte du stade Léo-Lagrange et a priori dans l'enceinte du complexe Marcel Cerdan. Du complexe Marcel Cerdan. Voilà, le coût environ 200 000 euros, sans compter les subventions, parce qu'on va essayer de relever le défi avec Fabrice disait tout à l'heure, Fabrice Moulinet. Nous avons un service qui est un des chasseurs de subventions et qui font très bien leur Juste une leur petite question quand même. Je termine Moi, juste. je pensais que... Madame Potier, je termine juste si vous le voulez bien. Pardon, vous aviez fini. De pouvoir aller à la chasse aux subventions, puisque d'ores et déjà, à la fois la région et le département nous ont fait part qu'on pouvait peut-être obtenir des subventions, tout comme le Centre national du développement du sport. Allez-y, Madame Potier. Je posais cette question parce qu'en fait, de ce que je savais, c'est que les terrains, le strep out n'avait pas besoin forcément d'équipement de terrain proprement dit, et que c'était plutôt, il n'y avait pas d'endroit dédié qui était nécessaire et que ça se passait plutôt dans la ville. En l'occurrence, si. En l'occurrence, okay. voilà. En l'occurrence, si, parce que nous avons essayé, pour tout vous dire, on a essayé aussi d'élargir à la fois, je dirais, la portée de l'ensemble des Pisséquais qui souhaitent s'y inscrire, mais Fatia El Massaoudi pourra le confirmer. Aussi pour que les associations sportives puissent en avoir accès. C'est la raison pour laquelle je pense notamment à des stages, par exemple, d'avant-saison ou des stages hivernales des périodes hivernales telles qu'on peut les vivre, puissent avoir accès, par exemple, à des agrès, à du step, pour la flexion, etc. Ça fait partie des opportunités que nous avons souhaité saisir. Vous voulez dire quelques mots supplémentaires, Madame El Massaoudi, notre adjointe au sport? Juste rajouter quelque chose par rapport à l'intervention de ma collègue Michel de Vaucouleurs. Effectivement, c'est un des premiers éléments qu'on a eu de nos remontées de terrain. Je pense à 2 personnes notamment qui faisaient partie du service de la vie des quartiers. C'est un des premiers projets qui avait été demandé par la population. J'ai envie de dire la sagesse de l'équipe municipale a fait qu'on a dû attendre, mais ça a été vraiment dans les débuts de notre mandat qu'on a eu cette remontée de terrain. Deuxièmement, l'implantation aussi a été réfléchie de telle sorte qu'on puisse profiter de l'éclairage tout simplement et de tout ça avec que ça soit plus simple. Très juste. Merci. Monsieur Alaouchiche. Merci, Monsieur le maire. Juste une petite intervention concernant les subventions, mais je crois que vous avez répondu partiellement. On va attendre le budget pour pouvoir se prononcer davantage, mais 40% quand même, c'est énorme. Entre 2015 et 2017, c'est quand même assez c'est pas conséquent. Ça, hein, mais Monsieur Prost va reprendre la parole par rapport à ça, mais... Monsieur Laouchiche, 20% sur 5 ans. 20% sur 5 ans, ça fait 4% par an. Et ça me paraît cohérent par rapport à l'effort qui était demandé pour faire des économies partout, par tous les moyens pour la ville, que les associations, y compris les maisons de quartier, s'associent à ce geste. Et de très nombreux présidents d'associations étaient tout à fait d'accord par le principe qu'il y avait une baisse des dotations de l'État, une baisse des recettes. Et donc, pour participer à l'effort, chacun a participé. Alors, ça n'a jamais été complètement égal. Ça, vous pouvez toujours éventuellement intervenir pour des choses qui vous paraîtraient, à vous, pas logiques. Sachez que simplement, dans la grande diminution qui a été faite, le football a perdu 190 000 euros de subventions par rapport à ce que donnait le mandat, les gens qui étaient aux affaires précédemment. 190 000 euros. Ça représente 30% de toutes les économies faites par l'ensemble des associations. Voilà, je dirais que c'est un peu ce qu'on a appelé le contrat gagnant-gagnant. Après, quand on a 1 500 000 euros de moins
par les dotations de l'État. Évidemment qu'il n'y a pas de priorité. Florence Xolin pourra intervenir, par exemple, dans le domaine de la culture, où nous souhaitons justement avoir de l'investissement fort en termes de culture. Elle pourra en dire quelques mots dans quelques instants. Mais il faut bien aussi que chacun puisse, entre guillemets, jouer le jeu. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font. Moi, je rends hommage aux associations, parce que là où et Poissy n'est pas un microclimat, mais là où il y a encore quelques années, il n'y avait pas d'effort de la part des dirigeants pour aller chercher des subventions entre guillemets privées. Aujourd'hui, très honnêtement, nos dirigeants, quels qu'ils soient, le font avec les plus grands efforts. Et la conjoncture est compliquée, mais ils font effectivement ces efforts. Vous vouliez rajouter quelques mots, Monsieur Laouchiche? En préambule, M. Prost, on va attendre le budget pour pouvoir avoir une discussion peut-être un peu plus cohérente, mais quand je vous annonce 40%, moi je pars sur des chiffres. 3,4 millions, on arrive à 2 millions, ça fait 40%. Mais non, mais c'est les chiffres. Moi, je n'ai pas les informations que vous avez, monsieur. Enfin, voilà. Je voudrais tout simplement rappeler que 25% de la population française participe dans le monde associatif. C'est énorme. C'est-à-dire c'est un Français sur 4, soit est impliqué ou participe au quotidien dans des associations. C'est une spécificité française. Nous sommes les seuls au monde à avoir autant d'associations. Alors voilà pour ce qui concerne les subventions. Alors juste donc une petite question pour notre ministre des Finances. C'est la page 15 concernant les histogrammes. Les histogrammes, évolution des effectifs. Alors là aussi, je me suis peut-être trompé, mais j'y ai rapporté des chiffres. On part sur donc l'année 2013. Nous avons 1059 personnes. Et nous avons une masse salariale de 34 400 000. Nous sommes en 2016. Nous avons 887 personnes et 34,5 millions de masse salariale. Il y a quelque chose qui m'échappe. Vous peut-être me donner quelques explications. Oui, on a des chiffres qui concernent les bilans sociaux au 31 décembre de chaque année. Donc les chiffres dont vous parlez, c'est au 31 décembre notamment 2012, et qu'ensuite le personnel avec les sources indiciaires et un agent n'est pas forcément payé de la même manière qu'un autre agent. Vous le savez pertinemment. Nous, ce qu'on a essayé de faire et ce qu'on met en place depuis maintenant 3 ans, et ça se passe plutôt bien. Je rappelle quand même que pour la 3e année consécutive, nous n'allons pas augmenter la pression fiscale locale, c'est d'être pertinemment rigoureux par rapport à cela. On peut que vous remercier de ne pas augmenter les impôts. Mais je constate qu'une chose, j'insiste lourdement, c'est que nous avons la même masse salariale avec moins d'effectifs. Voilà. Je vous remercie. Madame De Santos. Merci. Il s'agit tout simplement des mécanismes automatiques de remontée des salaires. Et voilà, ceci explique cela. Vas-y. Bon. Nous n'avons pas, je pense que tous les agents de la ville pourront en témoigner, nous n'avons pas augmenté miraculeusement les salaires pour tout le monde. Je pense qu'ils auraient beaucoup aimé, mais ce n'est pas le cas. Nous avons juste suivi les taux qui montaient naturellement. Monsieur Moulinet. Oui. Et puis pour ajouter aussi, pour 2017, comme je vous l'indiquais, on a aussi, en plus, on va dire, de l'effet mécanique habituel, on a quand même plus de 200 000 € avec, on va dire, les nouveaux indices, la nouvelle grille indiciaire qui nous est imposée pour 2017. Ok. Oui, allez-y, monsieur. Je vous en prie, monsieur Laouchiche, on est là pour ça. Vous êtes gentil, merci, monsieur le maire. Alors, juste une petite précision. Dans cette diminution d'effectifs, donc de 172 personnes, est-ce que c'est une partie de transfert de compétences de Poissy, donc de la commune à la CU, d'une part, et d'autre part, est-ce que ce sont des CDD qui sont arrivés à terme et qui n'ont pas été renouvelés? Non, il n'y a pas les transferts en l'occurrence à la communauté urbaine qui, cette année encore, sont pas énormément, on doit être de l'ordre de 20. Voilà, on est de l'ordre de 20, donc il n'y a pas de transfert. On a mis fin globalement aux contractuels quand nous le pouvions.
pour pouvoir sauver ici, je dirais, l'emploi pérenne. On continue de travailler sur les départs en retraite qui ne sont pas renouvelés. On a mis en place le plan de départ volontaire qui date du 18 décembre 2009. Et on est effectivement sur une structuration qui se rapproche aujourd'hui de la strate des villes moyennes de 40 000 habitants. Là où on était largement trop au-dessus en 2014, tel qu'a pu nous l'indiquer le trésorier principal. Monsieur Moulinet. Et pour aller plus précisément dans votre question, c'est à périmètre constant, c'est-à-dire qu'on a extrait les transferts CU sur les années précédentes. Donc on est à périmètre constant pour que ce soit plus parlant pour vous.